Bonjour à tous, donc merci d'être présents à cette conférence qui s'intitule Cogénération en Auvergne-Rhône-Alpes, existe-t-il un avenir pour la filière ? Pour essayer de répondre à cette vaste question, on va être 4 interlocuteurs. Donc je vais commencer par me présenter avant de passer la parole à mes collègues. Donc Marion Delobo, moi je suis conseillère énergie à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Je m'occupe de travailler sur le développement de projets d'énergie renouvelable sur les exploitations agricoles. Cédric Magnier, donc je suis chargé de développement GRDF sur Puy-de-Dôme Haute-Loire. Laurent Strub, animateur d'Agri-Biogaz Avenir, l'association des agriculteurs méthaniseurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Huard, Chambre de l'Isère, chargé de mission énergie et référent méthanisation sur la région Eura. Donc pour orienter notre discours, on va se séparer la parole. Dans un premier temps, moi je vous ferai un rappel un peu historique sur le développement de la méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes, en vous parlant rapidement du contexte réglementaire et un peu la dynamique qu'on voit aujourd'hui. Après, Laurent prendra la parole pour vous faire un peu un panorama des cogénérations en Auvergne-Rhône-Alpes et essayer de comprendre un peu la situation dans laquelle les cogés sont aujourd'hui. Et ensuite, Emmanuel et Cédric vous parleront un petit peu des différents scénarios qui s'offrent aux cogénérations aujourd'hui et l'adaptabilité ou non de ces solutions. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu rappel sur le développement de la filière. Là, sur ce graphique, vous voyez donc un histogramme avec en bleu les unités en cogénération qui sont en service en Auvergne-Rhône-Alpes et en orange les unités de méthanisation en injection en Auvergne-Rhône-Alpes et donc leur nombre en service par année. Dessous, vous avez le même tableau mais qui représente les chiffres en France. Et ensuite, vous avez plus la répartition géographique. Donc ces cartes vous montrent la représentation géographique de ces unités sur le territoire français. Donc il faut savoir que historiquement, la filière méthanisation, elle s'était créée autour de la cogénération. Cogénération, c'est le fait c'est une unité de méthanisation. Le biogaz va passer dans un moteur. Ce moteur va permettre de transformer ce biogaz en électricité et en chaleur. Cette filière, elle s'était créée autour de la cogénération parce que c'était un outil qui permettait de gérer les effluents, de faire une mise aux normes sur les exploitations d'élevage, d'avoir des possibilités de stockage des effluents, un plan d'épandage, etc. À partir de 2010, donc cette filière, elle s'est créée grâce à des obligations d'achat qui permettaient donc à tous les kilowattheures qui étaient produits d'être rémunérés. Ensuite, à partir de 2016, on a vu la première unité en injection qui a été mise en service en Auvergne-Rhône-Alpes. Injection, donc à l'inverse, le biogaz passe dans un épurateur, dans un épurateur qui permet du coup d'être injecté sur les réseaux de gaz de ville. Si vous regardez un petit peu la répartition de ces unités en France, on voit que la majorité de ces unités, donc cogénération ou injection, vont être présentes sur le nord-ouest de la France, nord et nord-est. L'Auvergne-Rhône-Alpes fait quand même sa part. On représente 10% du parc de méthanisation en France. Si on va un petit peu plus dans le détail du développement de ces unités et pour aller un peu plus sur des données chiffrées, en commençant par la cogénération, donc 2010 à 2015, on est vraiment sur la naissance de la filière. On a quelques précurseurs qui mettent en service certaines unités, mais on est beaucoup sur des petites unités à la ferme, avec des processus, des technologies qui sont très variables d'une unité à l'autre. Et après, à partir de 2016, on rentre dans une phase vraiment où la profession agricole se structure, où prend en main ces unités. Donc là, on parle toujours de cogénération. On voit quelques unités en injection qui commencent à être mises en service, mais le rythme est vraiment soutenu sur la cogénération. En 2018, on a 9 unités qui se mettent en service en Auvergne-Rhône-Alpes. 2019, 10 nouvelles mises en service. 2020, 11 nouvelles mises en service. Et petit à petit, on voit que le rythme s'affaiblit. 2021, on a très très peu de mises en service, jusqu'à totalement stagner et avoir 0 nouvelle mise en service en Auvergne-Rhône-Alpes d'unités en cogénération. La Commission de régulation de l'énergie, elle a mis en lumière en 2021 que, à partir de 2021, les coûts d'exploitation des unités en cogénération, elles avaient augmenté de plus de 33%. En face, il n'y a pas eu de revalorisation de tarifs. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de possibilité de développer de nouvelles unités parce que derrière, il n'y avait pas de modèle économique qui sortait réellement.
Et donc, ça si on peut parler un peu de dynamique de projet aujourd'hui, ça se concrétise par 2025, où l'arrêté qui permettait donc une rémunération des kilowattheures qui étaient produits par ces unités, arrêté qui a été totalement abrogé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de soutien tarifaire pour la cogénération et il n'y a plus de nouveaux projets qui peuvent se développer. Avant de laisser la parole à mes collègues et à Laurent, je vais faire juste un petit point rapide sur le développement en injection. Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais c'est important de le mettre en relation. À l'inverse, les unités en injection, elles sont commencées à se développer à partir de 2021. Donc le fait que la cogénération ait un modèle économique qui se cherchait, ça a laissé peut-être plus de place. Il y a aussi un contexte géopolitique qui a fait qu'on a amené davantage les politiques publiques à se tourner vers du gaz vert. Et là, le rythme est aussi assez soutenu. Donc 14 nouvelles unités mises en service en 2021, 15 en 2022, 10 en 2023. Et à l'échelle française, on est sur à peu près 150 nouvelles mises en service par an. Donc c'est un rythme qui est quand même relativement important. Aujourd'hui, donc là, on est fin 2025. Les chiffres qui vous sont présentés ici, ils s'arrêtent en 2024. Mais à date, aujourd'hui, le nombre d'unités en injection a rattrapé celui des cogénérations. Donc on est vraiment sur deux trajectoires qui ont été prises très différentes, avec une entrée de beaucoup d'acteurs sur le marché qui ne sont plus forcément des acteurs agricoles. Je te laisse la parole, Laurent. Oui, merci. Bonjour à tous. On va commencer à discuter un petit peu d'agriculture et de territoire. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a une région qui est dominée par l'élevage. C'est près des 2/3 des exploitations. On est la première région en termes de surface de prairie. Ça représente 70% de la surface agricole utile. Et en termes de production de céréales, on est la 10e région de France. Donc on a vraiment un panorama agricole qui est porté par l'élevage et par des produits de qualité, avec des appellations. Et on a aussi des exploitations de plus petite taille. Là, en moyenne, les exploitations en Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur une 60aine d'hectares. Et ce qui induit un potentiel maîtrisé moyen sur les exploitations qui va varier de 2 à 20 normaux en fonction de la taille des exploitations. Mais on voit que même les grandes exploites, elles ont une maîtrise de 15 à 20 normaux mètres cubes de CH4. Pour pouvoir faire une unité en injection, il faut atteindre le seuil de 80 normaux de CH4 à l'heure, là où en cogénération, on peut partir à 10 normaux. Donc il y a un facteur 8 de différence sur le gisement de départ à mobiliser. Et au début de la filière, la cogénération pouvait facilement s'imbriquer à la taille des exploitations. Et c'est pour ça qu'au départ, on avait essentiellement de la cogénération. On a eu aussi des évolutions réglementaires qui ont favorisé l'essor de l'injection. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'implantation des sites en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est la carte que vous avez en haut à droite, on voit que la cogénération est principalement concentrée dans les zones de moyenne montagne, là où l'élevage est dominant. Et à contrario, on voit les unités d'injection plutôt dans les zones de plaine, donc à la fois sur l'Allier, mais aussi sur la vallée du Rhône. Et donc finalement, au niveau régional, la cogénération, c'était la voie privilégiée pour l'élevage, et puis une injection qui avait besoin d'aller chercher plus de foncier, plus d'interculture, et donc un développement qui sera un peu plus tardif. La cogénération est comme l'injection. On commence par un contrat sur 15 ans ou 20 ans signé avec l'État qui va permettre d'avoir un revenu fixe. Et donc, ce revenu fixe va pas évoluer. On n'a pas de réelle possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que les charges de départ souvent étaient sous-estimées. Et donc, on a des business plans qui finalement étaient un petit peu faussés, où en fait, les agriculteurs, dès le départ, ont fait moins de résultats. Et ça a été amplifié aussi par l'émergence de la filière. On avait aussi besoin d'avoir des acteurs qui se fassent les mains, qui montent en compétences. Et donc, sur les premiers sites qu'on a construits, forcément, on avait des unités un petit peu moins performantes
qui ont parfois nécessité aussi des investissements supplémentaires qui n'étaient pas prévus au départ. Et donc, on a réduit un petit peu vraiment cette capacité à faire du résultat. C'est un petit peu un effet tremplin. C'est que les premières années de fonctionnement de l'unité de méthanisation vont conditionner ces résultats jusqu'à la fin du contrat tarif d'achat garanti. Et c'est sur les premières années qu'on fait le plus de résultats. Le matériel est neuf, ensuite arrivent les maintenances, et donc des arrêts de l'unité, des coûts de maintenance pour remplacer le matériel. Et donc les résultats sont moins bons d'année en année. Et malheureusement, dans cette émergence de la filière, cet effet tremplin sur les premières années, il y a beaucoup de sites qui ont été impactés. Et donc dès le départ, ils n'avaient pas la possibilité d'aller faire les performances escomptées. Au niveau de l'évolution de la filière, en 2018, on a un premier retrait de l'État sur l'essor de la cogénération avec la mise en place d'une dégressivité du tarif. C'est que le tarif baisse de 0,5% tous les trimestres pour les nouveaux projets. Et ce qui va aussi orienter les agriculteurs vers l'injection. La succession de crises qu'on a eues au niveau du Covid, les crises énergétiques sur les prix de l'électricité, l'inflation qu'on connaît encore actuellement, Marion l'a dit, entre 2021 et 2023, c'est plus 33% de charges d'augmentation sur les unités de cogénération. En parallèle, l'État décide de ne pas corréler l'augmentation du tarif d'achat à la hauteur de l'inflation. Et donc là, on a une perte de rentabilité structurelle qui se met en place. On a vraiment une filière qui, du coup, s'oriente vers l'injection. On oublie la cogénération et surtout, on crée les conditions de la précarité de la cogénération aujourd'hui. C'est qu'en fait, on leur retire leur capacité de résultat, on leur retire la capacité de provision sur charge et on se retrouve sur des unités qui ont du mal à maintenir un équilibre économique. En Auvergne-Rhône-Alpes, on estime que les cogénérations, il y a 20 000 € qui est apporté par les exploitations pour soutenir le bilan économique de la cogénération. Donc, les énergies renouvelables qui devaient apporter un complément de revenus et soutenir les exploitations, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les exploitations agricoles qui soutiennent les difficultés de la cogénération. Et il faut savoir que les agriculteurs qui se sont engagés dans la cogénération ont des prêts d'1 million à 1,5 million sur 12 ou 15 ans. Et donc, ils ne peuvent pas abandonner leur outil. Ils ont besoin de payer la banque. Et donc, même s'ils perdent de l'argent, même si c'est l'exploitation qui vient compléter, ils ont besoin de faire tourner leurs unités parce qu'ils ont des prêts à rembourser. Sur cette diapositive, on voit un petit peu les différences au niveau de la ration et du tonnage entre une cogénération et une injection. Donc là, c'est des données qui sont uniquement pour la méthanisation agricole. Donc on se rend compte qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la cogénération, on est sur une taille moyenne équivalente à 54 normomètres cubes, là où les unités en injection ont une taille moyenne de 131 normaux. Donc ça fait un facteur quasiment de 2,5 de différence en termes de puissance de gisement. Au niveau du tonnage, on a un rapport de 2,25. On met grosso modo 2 fois plus d'intrants en tonnage dans les unités en injection que les unités en cogénération. En revanche, si on s'intéresse à la composition de ce gisement, on voit qu'il y a des petites variations. En cogénération, on a une part d'effluents d'élevage beaucoup plus importante. On est à 71% du tonnage de la ration contre seulement 41% au niveau de l'injection. Il faut savoir qu'au niveau du SRB, on estime qu'il y a une molécule sur 2 de CH4 en Auvergne-Rhône-Alpes qui est contenue dans les effluents d'élevage. Et donc, on avait une filière cogénération qui les valorisait davantage que la filière injection, et ça notamment pour des raisons d'investissement. Si vous faites une unité de méthanisation avec uniquement des effluents d'élevage, pour faire un 100 normomètres cubes, ça nécessite 90 tonnes d'effluents par jour. Si on met des intercultures, on passe à 30 tonnes par jour. Donc vous avez un investissement sur la taille des cuves qui est réduit. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de viabilité économique à avoir des unités où on mettrait que des effluents d'élevage.
L'autre grande différence dans les rations cogénération-injection, c'est sur la part d'interculture. Aujourd'hui, on a un tarif en cogénération qui est tellement bas qu'il n'y a pas de rentabilité économique à faire des couverts végétaux. Il y a une rentabilité agronomique parce qu'on réduit le besoin en engrais de synthèse, on améliore la qualité des sols, mais un agriculteur qui ferait des couverts végétaux pour la cogénération ne gagne pas d'argent. Là où il y a une plus-value économique sur l'injection. Et c'est pour ça qu'on voit une sacrée différence sur les intercultures, sur les cultures à vocation énergétique. On est à 6% pour la cogénération, 30% pour l'injection. Au niveau du tonnage, on est à 27 tonnes en moyenne pour la cogé, 61 tonnes en moyenne pour l'injection. Et là, ça pose des questions sur ce qu'on va évoquer après, pour la suite, sur la capacité de conversion. Pour pouvoir se convertir de la cogénération à l'injection, il faut atteindre un palier de 80 normaux. Donc ça veut dire que les unités ont besoin d'aller chercher du gisement supplémentaire. Mais qui dit gisement supplémentaire dit aussi augmentation des ouvrages et donc du réinvestissement dans des cuves de digestion, dans des cuves de stockage. Cet investissement dans des nouveaux ouvrages va souvent entraîner aussi une modification de l'ICPE et parfois un changement de régime, un passage du régime déclaration au régime enregistrement. À côté de ça, il y a toujours les investissements biométhane et il y a la capacité d'emprunt parce que pour pouvoir réaliser la conversion, donc on va transformer l'unité de cogé en injection, mais les agriculteurs ont encore un prêt à payer pour rembourser la cogénération. Et donc finalement, pour pouvoir le chemin de la conversion, il va falloir répondre à l'ensemble de ces enjeux sur la ration, sur la taille du process, sur le réglementaire, sur la capacité d'investissement pour qu'elle puisse devenir effective. Et je vais laisser la parole à Emmanuel. Merci, merci Laurent. Effectivement, il a fait une bonne introduction sur les problématiques qui vont se poser. Et aujourd'hui, on essaye de regarder un petit peu quels sont les scénarios de reconversion. Donc, il y en a listé 5. Il peut y avoir quelques scénarios exotiques, et notamment dans le premier qui pourrait être décliné dans plusieurs types de sous-scénarios. Je vais les lister, on pourra en rediscuter après. Et puis surtout, on regardera en fait quels sont les critères pour essayer de voir comment on peut se positionner dans tout ça. Et Laurent a déjà abordé un certain nombre de pistes. Le premier scénario, c'est de poursuivre le contrat. Alors, j'ai mis à moyen terme, c'est peut-être un peu plus d'ailleurs que 2 ou 3 ans, mais il n'y a pas d'urgence, on va dire. La cogé fonctionne bien, il y a un modèle économique qui tourne. Éventuellement, il y a de la valo de chaleur, donc avec un vrai besoin de cogénération. Voilà. Il y a des gens aussi qui réfléchissent à se dire, en fait, dans les scénarios qui vont suivre, on n'est pas trop pertinent ou possible, et on peut imaginer éventuellement des valorisations électriques différentes. Je crois qu'il y a une conférence sur le sujet là en début de sommet. Je ne reviendrai pas du tout là-dedans. Il n'y a pas de modification substantielle de process. Il peut y avoir des contraintes par contre d'exploitation si on sort de l'obligation d'achat. Donc le deuxième scénario, qui est un scénario relativement simple, c'est une conversion vers la chaudière gaz. On remplace la cogénération qui faisait de la chaleur et de l'électricité uniquement par une chaudière, parce qu'il y a un besoin de chaleur, soit en autoconsommation locale dans l'exploitation agricole, soit éventuellement avec un peu d'investissement sur une boucle de chaleur, un petit réseau de chaleur locale pour alimenter des besoins. Ça va poser quand même pas mal de problématiques d'adéquation, production, consommation, avec des variations éventuellement sur les besoins de chaleur, de saisonnalité. Et donc il faut quand même s'assurer effectivement qu'on va rentrer dans les contraintes de fonctionnement. C'est des délais par contre qui peuvent être relativement rapides. Le troisième scénario, c'est un scénario d'injection qui est envisageable techniquement. On verra qu'il y a tout un tas d'autres critères derrière. Avec 2 sous-scénarios, un scénario envisageable sans augmentation de puissance, ou éventuellement avec une augmentation en modifiant les intrants. Laurent donc, a bien expliqué la différence. Alors, tu n'as pas parlé de pouvoir méthanogène. Le pouvoir méthanogène, c'est la capacité de l'intrant à faire des mètres cubes de biogaz. Et effectivement, on va avoir des écarts de quasiment 1,3 entre des effluents d'élevage et, par exemple, des cultures intermédiaires ou des biodéchets.
Donc on peut éventuellement gratter un petit peu à capacité, on va dire, technique, process identique. Et encore pas tout à fait sur la question des stockages. Mais en tout cas, au niveau du digesteur, avec un digesteur avec un même volume, on pourra peut-être, en modifiant les intrants, augmenter un petit peu la capacité et passer de 50, 60 nanomètres cubes à peut-être 80. Donc c'est plus rapide, puisqu'il n'y a pas trop de modifications sur l'installation, pas sur le process de digestion. Et donc on peut lancer assez vite finalement un process de demande, sous réserve de la capacité technique que GRDF nous expliquera tout à l'heure, sur des calendriers de 12 à 24 mois. S'il y a une nécessité sur une injection qui est envisageable techniquement de devoir augmenter la capacité, en général ça va être plutôt sur des critères financiers. Là on va être vraiment sur quelque chose de différent, ça dépendra, et là le diable sera dans les détails, mais souvent un changement de digesteur, changement des intrants, de la gestion des intrants, changement du stockage. Donc il peut y avoir assez vite des sujets de foncier, il faut trouver la place pour construire ces nouveaux équipements. L'interaction pendant ces travaux, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça veut dire que vous arrêtez votre cogénération. Il y a un prêt à rembourser. Il y a éventuellement des enjeux réglementaires. Dans tous les cas, il va y avoir de la mise en conformité. Mais il peut y avoir potentiellement, est-ce qu'un simple porté à connaissance suffira pour remplacer une cogé de 50 normomètres cubes équivalents et 20 tonnes par jour à 60 tonnes par jour et de l'injection? On voit bien qu'il va y avoir quelques petits sujets ICPE. Et donc là, on est sur des délais que j'ai mis pudiquement supérieurs à 24 mois, mais qui peuvent quasiment s'inscrire sur un projet Greenfield, enfin voilà, donc sur des projets beaucoup plus longs. Un autre scénario, donc, qui est le scénario de gaz porté, qui est intéressant parce qu'il permet d'aller sur des sites où le raccordement au réseau GRDF est techniquement et économiquement pas possible. Donc là, sous réserve éventuellement d'un hub, donc c'est le point où les camions, on va dire, apporteront le gaz. Donc ce hub, nécessairement, il est plutôt dans le scénario 3 ou sur un site nouveau d'injection. Donc on va retrouver la même typologie, sans augmentation de capacité. Alors là, ça peut être encore plus rapide, parce que finalement, aller installer un skid d'épuration, c'est quand même... voilà, il y a des sites qui l'ont fait en 6 mois. La question de l'augmentation de capacité, on revient sur la problématique précédente. Un dernier scénario qui est celui qui ne fait pas rêver, sur lequel les chambres d'agriculture essayent d'accompagner au mieux, là, avec un travail avec la région, avec tous les partenaires d'Ambition Biogaz. C'est le scénario où en fait il n'y a pas de scénario aujourd'hui clair de conversion, injection, réseau, gaz porté. Il y a une vraie difficulté en fait déjà constatée d'équilibre économique, Laurent en a parlé, et qui ne fait que s'accroître. On a vraiment un effet ciseau avec le temps, avec une augmentation des charges et des recettes qui ne sont plus du tout à la hauteur et des pertes qui s'accumulent avec une dette à rembourser. Et là, j'ai distingué 2 scénarios. Et il y a des banques ici, alors faire attention, mais il y a les unités de cogénération qui sont dans des structures, des sociétés projets dédiées, où en théorie, le financement a été porté sur la société dédiée. Si vraiment les choses se passaient très très mal, ça peut aller jusqu'à un dépôt de bilan. Et là, je dirais, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de nantissement externe, il y a les fonds propres des agriculteurs, et il y a la dette. Tout le monde aura un peu perdu d'argent, les banques un peu plus sur cette affaire-là, donc je sais qu'elles seront vigilantes. Mais voilà, la question c'est combien de temps ça va tourner. Donc j'ai vraiment mis la question de la trésorerie, et l'idée c'est quand même de rembourser la dette. Voilà. Le deuxième scénario, et qui nous, dans les chambres, nous inquiète encore plus, c'est le scénario où en fait, et ça a été le cas des petites cogénérations au tout début, où on était vraiment sur des toutes petites unités complètement intégrées dans l'exploitation, où en fait le financement de la cogénération a été structuré au sein de l'exploitation agricole, enfin de la structure agricole, le GAEC, quelque chose comme ça. Et là, quelque part, dans le pire des cas, comment dire, s'il y avait un arrêt de la cogénération, quelque part la dette elle reste portée par le GAEC. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est un vrai sujet. Donc voilà.
Après, il peut y avoir des scénarios plus exotiques. On est vraiment en train de travailler là-dessus au sein d'Ambition Biogaz pour essayer de regarder un petit peu la typologie. Et moi, je remercie beaucoup la région et puis bon, l'ensemble des partenaires parce qu'on a vraiment un travail collectif pour essayer de regarder comment on peut accompagner l'écogénération sur ces scénarios-là. Et on voit que c'est quand même pas des sujets simples. Donc avec GRDF, avec tous les acteurs, pour essayer de trouver les meilleurs scénarios possibles. Et pour le scénario 5, voir comment est-ce qu'il y a des solutions ou pas. Ici, c'était juste aussi pour mettre quelques ordres de grandeur de coûts d'investissement quand on parle de reconversion. Et donc, c'est vraiment très grossier, hein, mais dans les reconversions avec de l'injection, on va voir clairement des coûts de raccordement au réseau. Cédric y reviendra tout à l'heure. J'ai juste mis un petit graphique à côté sur l'évolution des coûts. Alors il faut le prendre vraiment avec des pincettes et GRDF propose des études gratuites. Donc voilà, mais ça donne des ordres de grandeur. Ce qui est important de voir, c'est que globalement, à peu près 100 000 € du kilomètre, on a une réfaction, donc une prise en charge des coûts de raccordement de 60%, donc ce qui est énorme. Le projet va payer que 40% des coûts de raccordement. Et donc, on voit la courbe verte, jusqu'à 10 km, on reste à moins de 500 000 € de coût final pour le projet, avec une réfaction à 60. À 10 km, alors c'est grossier, hein, mais globalement, à 1 million d'euros de coûts de raccordement, on atteint les 600 000 € du plafond de la réfaction. Et là, tout d'un coup, la réfaction, elle va baisser. On va passer de 60% à 50, 40, etc. Et là, tout d'un coup, les coûts de raccordement vont augmenter de façon importante. Donc on voit quand même qu'on a un effet de seuil de 10 km que Cédric va corriger tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a des solutions, notamment de mutualisation, etc. Mais il y a quand même ce truc-là. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que globalement, en tout cas, plus on est loin du réseau, les capex augmentent, mais en plus, la réfaction va structurellement baisser potentiellement. Donc ça va poser des problèmes. Deuxième point, donc voilà, les coûts de raccordement, on ne peut pas donner d'ordre de grandeur. On peut avoir quelques dizaines de milliers d'euros à 1 ou 2 millions. Les coûts d'épuration, là, globalement, on est sur des coûts assez fixes sur la partie basse de l'injection. Donc, on va être entre 900 et peut-être 1 million, 1,5 million, ça dépendra de la capacité. Donc, faites l'addition de tout ça. La mise en conformité, on va avoir des vrais sujets. Dans tous les cas, même sans augmentation de puissance, de devoir aller sur la mise en conformité réglementaire. Et là, c'est extrêmement variable en fonction des sites. Quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines. Il y a une mise en conformité RED 2 qui est vraiment un point réglementaire particulier, qui est aussi en lien avec les systèmes de valorisation. J'y reviendrai un peu plus tard. Quelques dizaines de milliers d'euros potentiellement. Si on va donc là, on est déjà potentiellement à 1-2 millions d'euros. L'augmentation de capacité du site, là, clairement, ça peut être très variable. Le ticket d'entrée, ça va être probablement au minimum 1 million. Ça peut aller à 2 ou 3. Et quand on a fait tout ça, il faut aussi penser que si on n'est pas allé au bout du contrat de cogénération, il va falloir réintégrer la dette qui reste à rembourser. Donc les banques sont ouvertes à rediscuter, rééchelonner sa dette s'il y a un projet derrière en plus qui permet ça. Je me permets de dire ça, mais en tout cas, voilà, sous réserve, et je pense que c'est aussi l'intérêt des banques. Mais il faut le rajouter au CAPEX. Donc, quand je mets un minimum sur ces sujets de reconversion de 1,5 million à plusieurs millions d'euros, il va falloir effectivement intégrer dans le modèle de reconversion l'ensemble de ces coûts. Et dans l'ensemble des coûts, ce qui est important aussi, c'est de voir la trésorerie et l'étalement, entre guillemets, de ces coûts et des charges à venir. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans les phases de travaux, qu'est-ce qui se passe dans les phases de mise en service, etc., où il y a une dette cogée à rembourser. Voilà. Donc il y a vraiment des études, on y reviendra tout à l'heure, qui vont être longues, et c'est indispensable. Et le message aussi, c'est de dire, pour les cogénérations, en tout cas, qui sentent que la tendance n'est pas forcément formidable, d'engager le plus vite possible des contacts avec GRDF, avec des acteurs comme Ambitieux Biogaz. Les chambres aussi se tiennent à votre disposition. On n'est pas bureau d'études, mais en tout cas pour vous orienter et trouver les partenaires qui pourront vous accompagner. Voilà, on va revenir un petit peu sur la partie raccordement injection. Et puis moi, je finirai sur une petite synthèse en fait, pour essayer de voir un petit peu les principaux points et aider un petit peu les gens à se dire ok, quels sont les points prioritaires à regarder, et puis ensuite décliner ça de façon plus détaillée avec des bureaux d'études.
Merci. Voilà, on va vous parler quelques temps de GRDF. Ce qui est important, et tu l'as rappelé, c'est bien de prendre contact avec nous le plus tôt possible, parce que chaque projet, et on en discutait tout à l'heure, est différent, et on va pouvoir aborder chaque projet de façon individuelle, autant au niveau du raccordement réseau que du reste. Donc GRDF, je vais passer assez rapidement. Donc on a un contrat de service public avec l'État, on est distributeur de gaz en France, le principal distributeur, et on a une triple autorité de tutelle, donc État, collectivité et commission de régulation de l'énergie. Donc on gère en France un peu plus de 200 km de réseau, et on construit et exploite les réseaux, et on accompagne donc la partie raccordement biométhane dans notre contrat de service public. C'est nous qui raccordons les unités au réseau gaz. Le but du jeu, voilà, on va passer un petit peu. Ce qui est important, c'est que on accompagne nous les projets du début à la fin. Et la première question, quand on a une unité en cogénération et qu'on veut éventuellement basculer en injection, c'est de savoir où est le réseau et quelles sont ses capacités. Je pense qu'il ne faut pas faire de conclusion hâtive sur ce sujet-là. On a, nous, dans notre modèle d'accompagnement, une étude préliminaire qui est gratuite et qui permet déjà d'avoir une notion, en tout cas, des capacités réseau et de la distance au réseau. On voit sur le slide d'après qu'il y a des choses importantes sur le raccordement réseau. Non seulement il n'est pas indispensable que la commune où est située l'unité soit raccordée à un réseau gaz, il n'y a pas de distance au réseau minimale ou maximale pour accueillir un projet. Alors ça fait bondir mes voisins, notamment mon voisin. Mais il faut regarder tous les projets. On peut être un peu loin du réseau, on peut être à 5, à 10 km, mais il peut y avoir aussi des projets à côté qui permettent de mutualiser une partie des coûts d'extension. Donc il ne faut pas avoir d'a priori. Forcément, il y a des coûts, et derrière, il faudra mettre des kilo-euros sur des extensions. On a la raréfaction, mais pas que. Mais il faut quand même regarder tous les projets, et on est la porte d'entrée. Ensuite, la présence du réseau ne garantit pas la capacité d'accueil. On y reviendra un peu plus tard. On a un slide sur la consommation d'été qui est intéressant. Je veux juste rebondir sur le porteur du projet ne choisit pas le réseau sur lequel il va injecter. La première des choses que GRDF fait quand il a un contact avec une unité ou un porteur de projet, qui soit en bascule de cogénération ou directement, c'est de se rencontrer avec Natran, donc le principal opérateur de réseau, voire Terega dans le sud de la France, pour voir quel est l'opérateur qui va prendre en compte la demande. Sachant que, pour faire simple, les plus petits projets sont sur réseau GRDF, les plus gros projets sont sur réseau Natran, mais c'est un équilibre qu'on voit avec le gestionnaire de réseau. Donc du coup, quand on accompagne, on a d'abord l'étape de première réflexion, où là, je vous incite à venir nous voir le plus rapidement possible. Et ensuite, on a, après, pour la capacité réseau, une deuxième étape qui s'appelle l'étude détaillée, qui elle est payante. Mais on arrive à cette étape que quand déjà on a avancé sur le projet, quand on a vu les partenaires, quand on a commencé à regarder économiquement ce que ça pouvait donner, et quand on a des idées de la capacité réseau. Donc on suit, nous, les projets du début jusqu'à la fin, et notamment pendant l'étape de construction, mais aussi tout au long de la vie du projet, parce que l'injection dans les réseaux gaz, il y a des spécificités de qualité de gaz et d'épuration à avoir. Et on est garant, nous, de la qualité du gaz qui rentre dans les réseaux tout au long de la vie du projet. Au niveau du réseau gaz, donc vous voyez historiquement les deux transporteurs de gaz, Terega et Natran, présents en France, et vous avez après un réseau GRDF entre 4 bars et 10 bars, et c'est sur ce réseau-là qu'on va pouvoir faire les raccordements d'unités de méta. Et nous, la première chose qu'on va faire chez GRDF, c'est regarder si le réseau a les capacités pour prendre en compte la consommation. Vous voyez sur cette courbe elle est importante chez nous. Les pics sont les consommations d'hiver et les creux sont les consommations d'été. En rouge, vous avez un exemple type d'unité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la courbe rouge, comme c'est sur le schéma, soit au-dessus de la consommation d'été. Dans ce cas précis, si on a ce cas-là, on est incapable d'assurer l'injection sur le réseau. Donc il faut que dans tous les cas, on se débrouille pour avoir cette capacité d'injection qui soit en dessous de la capacité du réseau d'été.
Donc avec plusieurs systèmes, mais on pourra détailler un peu plus ces choses-là. On a des systèmes, nous, de rebours sur le réseau de transport, on a des systèmes de maillage, on peut aller chercher des solutions techniques, mais dans tous les cas, la première étape, c'est bien de venir nous voir, de nous en parler et qu'on puisse étudier à la fois la longueur du raccordement, la capacité réseau, vous donner une enveloppe tarifaire dans un premier temps, et pour pouvoir déjà commencer à techniquement et économiquement étudier la solution et pouvoir envisager la suite. Et voilà. On est à disposition, on couvre l'intégralité des territoires. Donc là, on est Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a des interlocuteurs, des homologues qui sont présents sur tout le territoire. Donc vous pouvez vous trouver les coordonnées rapidement. Voilà, je vais repasser la main parce que c'est vrai que tout ça c'est un petit peu compliqué et je pense qu'il y a besoin d'une synthèse pour pouvoir aboutir au moins au début du projet. Merci. Alors c'est un peu violent là le slide qui arrive, j'ai pas eu le temps de faire une animation. L'idée c'était de regarder un petit peu les critères qui vont... c'est un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Non, ça marche pas là. Ah, ok. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de commencer par la partie gauche du slide et regarder déjà ce qui concerne l'unité de cogénération. On a dit pour aller sur... Alors, j'enlève la partie, le scénario. Non, ça marche pas sur l'écran. J'enlève la partie cogénération qui suit son cours, hein, sans reconversion. Donc là, on a vu globalement, soit c'est une poursuite du contrat d'achat et éventuellement, avant ou à la fin du contrat d'achat, il peut y avoir des modèles de valorisation de la production électrique à faire attention quand même. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas partie de ce slide. Pour envisager des scénarios d'injection, donc il va y avoir vraiment la question de la puissance, c'est-à-dire quelque part qui est en lien avec la rentabilité, la capacité à amortir un système d'épuration, on a vu, dont le coût est déjà d'à peu près 1 million d'euros. Et donc, il y a un seuil qui est à ajuster, hein, qui peut dépendre un petit peu, mais autour de 250 kg, ce qu'a expliqué Laurent, globalement, qui correspond à peu près à 60-70 normomètres cubes. On est dans la fourchette basse. Il y a des endroits où s'il y a des gros coûts de raccordement, ce sera compliqué. Voilà, donc si on est en dessous, dans tous les cas, il va falloir envisager très probablement une augmentation de la capacité. Augmentation de la capacité, ça veut dire est-ce qu'il y a une capacité déjà à avoir des intrants voilà, autour, avec d'autres acteurs, des regroupements, quel type d'intrants. Augmentation de capacité, augmentation du digesteur probablement, augmentation des stockages, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du foncier. Des fois, quand on était dans des installations de méthanisation à la ferme, où on était totalement imbriqué, il va falloir regarder les choses de façon assez fine, voire envisager peut-être des sites ailleurs. Et donc, en lien avec ça, quels sont, alors j'ai mis ça dans un gros chapeau, mise en conformité ICPE, mais tous les enjeux réglementaires de faisabilité, ne serait-ce que de faisabilité, de coût, de délai, et puis le sujet de l'acceptabilité, si on commence à construire ailleurs, autrement, avec éventuellement des flux de transport. Voilà, donc un vrai sujet autour de ça. Le petit scénario simple chaudière, voilà, je mets juste un petit slide. C'est quand même un truc à regarder, en tout cas là où il y a des consommations de chaleur, parce que c'est un scénario assez simple, sur lequel il commence à y avoir un modèle économique. Les prix de chaleur ont beaucoup augmenté. Et voilà, donc à quelle distance il y a une consommation de chaleur, quel est le profil de consommation, est-ce qu'il est bien réparti dans l'année? Si vous avez que de la consommation hivernale, ça ne suffira pas à amortir la cogénération. Scénario injection au réseau, Cédric l'a bien expliqué, donc la question de la distance, avec pour mémoire ces histoires de réfaction, mais encore une fois, c'est vraiment GRDF qui vous aidera à bien voir les enjeux, les possibilités de mutualisation, etc. Donc la question, la distance du raccordement et puis la capacité du réseau à injecter. Et là aussi, GRDF est extrêmement créatif. Il n'a pas parlé des rebours. Aujourd'hui, GRDF peut réinjecter du gaz dans le réseau de transport. Et ça permet de libérer aussi pas mal de choses. Le gaz porté, là, ça va être principalement toujours sous réserve du chapeau de la capacité adaptée pour injecter, mais de la distance, ce que j'ai appelé le hub d'injection, donc où est-ce que les camions vont aller, et globalement cette distance, elle est pas beaucoup, elle est entre 10 et 20 km à ajuster. Il y a un petit slide sur la mise en conformité RED 2 qui va être plus en lien avec cette partie-là, mais qui sera obligatoire aussi, qui est un point à regarder. Et puis après, il y a la question des capacités financières, parce que même si tout ça est respecté, il va falloir regarder quand même quelques sujets. Et là, je reviens sur la question du remboursement des annuités restantes. Donc, quelle est la durée du contrat d'obligation d'achat et du contrat de dette, qui est en général corrélé? Il y a aujourd'hui des petites subtilités sur les questions de sortie anticipée des contrats d'obligation d'achat
BG11, BG16. On dit les pénalités ont sauté, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Donc il faut regarder dans quel cadre vous êtes. Là, on peut vous assister aussi en fonction du type de contrat BG11, BG16, mais aussi en fonction des versions de contrat, puisqu'il y a eu 4 versions sur les BG11. Les conditions d'exemption des pénalités de sortie anticipée des contrats de COGE ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est indispensable parce que sinon, ça veut dire qu'en plus, si vous sortez, il va falloir payer encore en plus. C'est vraiment un point important à regarder. Réintégrer les CAPEX. Il y a un sujet dans le temps de réflexion, et on a vu que ce temps de réflexion, pour les gens qui commenceraient aujourd'hui à réfléchir au scénario de remplacement des COGE, il y a une question qui est la grosse maintenance. Grosse maintenance, voire le changement de moteur. On voit qu'on est sur des horizons à 2-3 ans aujourd'hui pour faire un scénario de reconversion. Qu'est-ce qui se passe dans les 2 ou 3 ans? Est-ce que vous allez être concerné par la grosse maintenance, les 60 000 heures, les 7 ans et ça, c'est potentiellement un coût des CAPEX, enfin voilà, un réinvestissement et potentiellement, on va réaugmenter un petit peu la dette ici. Donc voilà, c'est important d'avoir ça dans le calendrier, de se dire c'est quoi l'aide contrainte, est-ce que c'est une contrainte, c'est quoi ma stratégie autour de ça. Et puis après, il va clairement y avoir la question des fonds propres à investir, puisqu'effectivement, on a vu, il y a des fonds propres pour repartir sur la conversion. Donc là-dessus, il va y avoir de l'ingénierie financière. Éventuellement, est-ce qu'il faut envisager des apporteurs agricoles avec un regroupement, passer d'un projet individuel à un projet collectif, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui sur les projets d'injection, qui pourront apporter du capital complémentaire ou des tiers investisseurs, etc. Ça, c'est la partie, on va dire, du côté cogénération. Et puis il y a une partie sur laquelle aujourd'hui il y a quand même pas mal d'incertitudes et elle est indispensable parce qu'elle va quand même finaliser la partie financière. Je vais investir, ok, mais combien je vais gagner? Et là-dessus, donc le modèle de valorisation de l'injection, Marion en a un tout petit peu parlé, le modèle classique c'est le tarif d'achat. Voilà, avec aujourd'hui alors un tarif qui est dégressif. J'ai mis des ordres de grandeur, oui, entre 113 et 180 euros du mégawattheure de biométhane injecté. Pour obtenir ce tarif, il y a une notion de nouvelle installation de production. J'ai mis un point d'attention parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de travailler effectivement sur des reconversions en disant je change le digesteur, je construis un nouveau digesteur qui est le moyen de production de biogaz. J'installe un épurateur. Donc tout ça, c'est des projets neufs. Et c'est ça effectivement qui permet de produire quelque part le biométhane. Donc on est dans ce trou de souris de se dire si c'est des nouveaux moyens de production. On ne parle pas de moyens de stockage amont ou aval. Je joue un petit peu sur les mots. Il y a une grosse alerte aujourd'hui. Alors moi qui étais dans le secteur des énergies depuis un petit moment, je me disais non quand même, ça fait 20 ans. S'il y a bien un truc qui n'a pas bougé, c'était ça. Mais ça va bouger a priori. Donc il y a des grosses alertes creux des GEC de dire attention, ça a priori, jouer sur les mots comme ça risque de ne pas être possible très longtemps. Donc voilà, il y a peut-être un trou de souris, il y en a qui y sont, il faut aller vite et c'est peut-être un peu risqué. L'autre modèle de valorisation pour l'instant, c'est globalement, c'est quand même des contrats, s'il n'y a pas de contrat, on va dire, d'État garanti, il va falloir trouver des contrats de gré à gré, donc négocier avec des acheteurs, et j'ai mis bancable. C'est-à-dire qu'il va falloir que les banques acceptent de financer, sauf si vous faites tout sur fonds propres, mais il va falloir trouver des banques qui acceptent de financer en fait, les réinvestissements dont on a vu entre 1,5 million et 3 millions. Je rappelle que les COGE initiales, on était sur des investissements historiques d'à peu près 1 million d'euros, en tout cas en Rhône-Alpes. Donc là, en fait, on demande à réinvestir déjà plus que l'investissement initial, alors que l'investissement initial est potentiellement pas tout à fait amorti. Donc un contrat bancable, globalement, de façon très simplifiée, c'est une durée suffisante pour amortir, avec des annuités qui soient, je dirais, corrélées aux recettes, et puis un prix garanti. Les banques, elles ne prennent pas beaucoup de risques, et donc il faut trouver un prix garanti. Ça, il va falloir trouver des contrats probablement sur une durée de 10 à 15 ans, au minimum. Il y a une valorisation de la molécule gaz. Molécule gaz, aujourd'hui, sur le prix de marché, au PEC, on est, je crois, entre 25 et 30 euros du mégawattheure. Tarif garanti, on est à 100, 120, 170, donc 30 euros. Donc il va falloir trouver une autre valorisation. Donc aujourd'hui, il y a la question des CPB, je sais pas, on pourra en parler après, je ne suis pas sûr que ça soit, enfin si vous voulez qu'on en discute. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a entre guillemets des primes sur le biométhane, c'est du biogaz
enfin du biométhane. Donc c'est comme le bio alimentaire, ça coûte plus cher. Aujourd'hui, il y a des cadres réglementaires qui dessinent des perspectives de valorisation, dont les CPB. Le problème, c'est que ce cadre réglementaire, pour l'instant, il s'arrête en 2028. Donc je reviens à la durée minimum. Si vous avez un contrat de gré à gré qui vous dit, moi, je vous garantis un prix jusqu'en 2028, puis après on en rediscutera, c'est pas la peine d'aller voir les banques, hein, elles ne vous financeront pas. Voilà. Et puis en plus, quand bien même vous allez aller voir ça, il faudra regarder effectivement les clauses. Et là, ce qui est compliqué, c'est que, en tout cas, pour les agriculteurs, on est vraiment dans des discussions contractuelles. Il n'y a pas de contrat standard. Il faudra être très, très vigilant. Et vraiment, les chambres, en tout cas, on pourra vous aider à regarder ça et éventuellement vous mettre en relation avec des gens compétents. Mais regardez les clauses. Et là, vraiment, le diable sera dans les détails parce qu'il y aura probablement aussi des contraintes techniques comment dire, par exemple, d'information de production à J-1, d'informations sur les arrêts pour maintenance, de garantie de disponibilité. Et si toutes ces contraintes ne sont pas respectées, probablement, peut-être, des pénalités. Et ça, il faut aussi l'intégrer, il faut le négocier, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, ça, c'est déjà un vrai travail à engager le plus vite possible. Et ça, pour 2026, il y a ce scénario-là, qui est un scénario réglementairement qui commence à être quand même un peu risqué. Et ce scénario-là qui est quand même qui se structure. Il y a quelques contrats gré à gré qui sont en train d'être annoncés de façon voilà, sur des modèles particuliers, mais il faut vraiment être vigilant et on voit bien qu'en tout cas, ce n'est pas une solution qui est standardisée aujourd'hui. Donc il y aura un vrai point d'attention pour vérifier comment financer ce qui sera pris en compte ici. Voilà, je vous remercie. Puis peut-être on passe aux questions. C'était tout bon? Je reprends la main juste pour conclure peut-être. Donc merci à nos intervenants d'avoir fait leur intervention. Nous, donc, on est présents sur le stand des chambres en Auvergne-Rhône-Alpes à l'entrée du hall 1, donc vous ne pouvez pas nous louper. Le stand de GRDF est juste derrière et Laurent est présent sur le stand de GRDF également. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le stand ou vous pouvez, si vous voulez, on peut échanger tout de suite si vous en avez. Toujours la première qui est difficile. Allez Emmanuel, trouve-nous des questions. Moi, j'ai une question, mais pas sur la conversion en injection, mais plutôt sur un autre modèle pour valoriser la cogénération. Est-ce que l'intégration dans des boucles locales, comme ça se fait un peu en photovoltaïque avec les territoires, est-ce que c'est des choses qui peuvent être un sujet intéressant pour les... Voilà. Donc vous parlez de la valorisation de la production d'électricité. Ouais. Donc c'était le scénario 1, là où j'ai dit poursuite de la cogénération jusqu'à la fin du contrat ou éventuellement en rupture anticipée. Le coût de production, et Laurent va compléter, hein, aujourd'hui fait qu'on est quand même sur un modèle qui est quand même... on n'est pas du tout aujourd'hui sur les coûts de production, par exemple, du photovoltaïque. Et on voit déjà que l'autoconsommation collective en PV, elle n'est pas simple. Et que sur la cogénération, ce qui est intéressant, en théorie, c'est que c'est pilotable. Faire attention, il n'y a pas de stockage de gaz sur un site aujourd'hui. Il n'y a pas de gaz stocké, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas trop dangereux, parce qu'on a une toute petite capacité sur les digesteurs, mais il y a très très peu. Vous n'allez pas faire de la modulation sur 48 heures. Donc voilà, ça c'est quand même un point d'attention. Donc il y a des modèles, je l'ai abordé très rapidement parce que ce n'était pas le sujet. L'idée c'était plutôt de travailler sur les scénarios de conversion avec toute la problématique d'investissement, les délais et les alertes. Maintenant effectivement il y a des sujets autour de ça, ça peut se regarder. Je crois qu'il y a eu une présentation avant-hier sur ça. Moi je ne vous cacherai pas que je suis assez dubitatif. C'est une question qui a été beaucoup regardée sur les cogénérations gaz. Donc avec des modèles économiques, on était sur des cogés amortis de 30 mégas. Hein. Tout le parc de cogénération gaz naturel qui existait au début des années 2000 a été démantelé en France. C'est un choix d'État. Moi, je trouve ça terrible. J'ai vu des cogénérations de 30 mégas, des réacteurs d'avion, hein, globalement. C'était vraiment des réacteurs neufs,
partir, démanteler. Voilà. On était sur des unités pilotables, amorties, qui répondaient à la question de l'intermittence de la production. Il y a eu ce choix-là. Je ne me prononcerai pas sur pourquoi, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de modèle économique. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. À ma connaissance, il n'y a plus une seule COGE qui fonctionne là-dessus. Le marché de l'énergie évolue, hein, on est monté à 400 € du mégawattheure. C'est sûr que si demain on a une crise en Ukraine bis, et puis un marché de l'électricité à ce prix-là, il n'y aura pas de problème pour faire de la valo. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit que c'est extrêmement variable. Et aujourd'hui, c'est une exposition à un risque qui n'est pas forcément évident pour un agriculteur. On parle vraiment de méthanisation agricole, hein, on ne se positionne pas sur des sites industriels, les réflexions ne sont pas du tout les mêmes, les stratégies non plus, les capacités financières non plus. Moi, je suis chambre d'agriculture, donc je parle vraiment de... Voilà. Je laisserai Laurent compléter sur ces modèles. Je ne dis pas que c'est pas regardable, ça peut faire partie des études, mais je dirais que c'est plus simple à regarder d'ailleurs. Voilà. Je conseille aux agriculteurs de vous rapprocher quand même des chambres, parce qu'il y a des gens qui vont venir vous présenter, un peu comme dans le photovoltaïque, des super business plans. Le diable est dans les détails. Et finalement, je pense que tu as bien répondu et j'ai rien à rajouter à ta réponse. S'il n'y a pas de questions, on va peut-être s'arrêter là. Cédric est en train de me dire que si vous voulez continuer à échanger, il y a un apéro sur le stand qui est juste derrière. Merci.